Le 12 novembre 1942. Le désert de l'Ouest, Afrique du Nord. Le véhicule américain capturé gisait à l'abandon près d'une colonne de ravitaillement britannique détruite. Son équipage avait fui lorsque la position était devenue intenable. La procédure standard de la Wehrmacht exigeait de le détruire ou de l'abandonner. Mais le commandant de l'unité de reconnaissance avait une autre idée. « Amenez-nous notre meilleur mécanicien. Je veux savoir si nous pouvons utiliser cette chose. » Ce que les mécaniciens de l'Africa Corps découvrirent dans les 30 minutes suivantes allait ébranler tout ce qu'ils croyaient sur la supériorité allemande. La révélation ne tomba pas comme un coup de tonnerre, mais comme une compréhension insidieuse qui grandit à chaque inspection. La petite plaque sur le tableau de bord indiquait Willis MB. Les Américains l'appelaient une Jeep. La première révélation survint lorsqu'ils ouvrirent le capot. Le compartiment moteur était impeccable, conçu pour une maintenance rapide par quiconque possédait des notions mécaniques de base. Des fils codés par couleur, des composants clairement étiquetés, des pièces accessibles sans outils spécialisés. En 2 décennies à entretenir des véhicules militaires allemands, le mécanicien en chef n'avait jamais vu une conception aussi réfléchie pour la maintenance en campagne. Chaque boulon était standard. Chaque composant semblait identique à celui de tout autre véhicule du même type. Conçu pour la production de masse et le remplacement facile, le moteur Go Devil avait une cylindrée de 134 pouces cubes et développait 60 chevaux à 4000 Traminen. Rien d'impressionnant selon les critères allemands, mais la philosophie d'ingénierie sous-jacente était révolutionnaire. Ce moteur n'avait pas été conçu pour être parfait. Il avait été conçu pour être simple, fiable et surtout fabricable en quantité. Un mécanicien avec une formation minimale pouvait l'entretenir avec des outils de base, sans clés spéciales ni procédures complexes nécessitant des techniciens formés en usine. Les Américains avaient manifestement imaginé ce véhicule en prévoyant que des files de fermiers et des ouvriers d'usine devraient le maintenir en état dans des conditions de combat. En novembre 1942, le contraste entre les philosophies américaines et allemandes en matière de véhicules militaires était devenu criant. L'Amérique produirait plus de 640 000 Jeeps pendant la guerre. L'Allemagne n'atteindrait qu'un peu plus de 50 000 Kübelwagen. Plus préoccupant encore était ce que traduisait cet écart. La Jeep incarnait au plus haut point la pensée manufacturière américaine, standardisée, simplifiée, conçue pour la production de masse par des ouvriers semi-qualifiés utilisant des pièces interchangeables. Les officiers s'approchèrent, tandis que les mécaniciens poursuivaient leur inspection. Alors, pouvons-nous l'utiliser? Le chef mécanicien leva les yeux, choisissant ses mots avec soin. Ce véhicule est remarquable. Il a été conçu par quelqu'un qui comprend les conditions du terrain. Un officier fronça les sourcils. L'ingénierie allemande est la meilleure au monde. Le mécanicien ne protesta pas. Il désigna simplement le système à 4 roues de motrice. Regardez cette boîte de transfert. Un seul levier engage le 4x4. Un seul levier. Nos Kübelwagen exigent plusieurs manipulations et la plupart n'ont pas du tout de transmission intégrale. Le principal véhicule léger de la Wehrmacht, la Volkswagen Typ 82 Kübelwagen, était excellent à bien des égards. Ferdinand Porsche l'avait conçu avec l'habituel souci du détail allemand. Il était plus léger que la Jeep, consommait moins de carburant, et son moteur refroidi par air supprimait la vulnérabilité des radiateurs au feu ennemi. Mais il avait une faiblesse critique. Il n'était qu'en propulsion arrière. Dans le sable meuble d'Afrique du Nord, les montagnes d'Italie, la boue de Russie, cette limitation s'avéra dévastatrice. La Jeep, à l'inverse, pouvait entraîner ses 4 roues à la demande. Le système était si simple qu'un soldat peu instruit pouvait l'assimiler en quelques minutes. Les mécaniciens poursuivirent l'examen. La suspension utilisait de simples ressorts à lame.
grossier comparé aux barres de torsion sophistiquées du Kübelwagen, mais infiniment plus facile à réparer sur le terrain. Le système électrique était basique, mais robuste. L'alimentation carburant pouvait fonctionner avec presque n'importe quel indice d'essence, sans modification. Le plus troublant était la répartition des masses. La Jeep pesait environ 2405 litres contre 1540 litres pour le Kübelwagen, soit 910 litres d'écart. Les ingénieurs allemands auraient vu dans ce surpoids un défaut, réduisant les performances et augmentant la consommation. Mais les mécaniciens en discernèrent la logique. Ce poids supplémentaire se traduisait par de la durabilité. Le châssis était surdimensionné, conçu pour encaisser des sévices qui détruiraient des véhicules plus légers. Les Américains avaient décidé que la fiabilité sous mauvais traitement importait davantage que l'optimisation de l'efficacité. Ils avaient bâti un véhicule en supposant qu'il serait mal utilisé, surchargé et soumis à des conditions qu'aucun ingénieur n'approuverait. Et l'avaient quand même conçu pour survivre. Ce n'était pas l'incompétence américaine que promettèrent les films d'instruction de la Wehrmacht. C'était une ingénierie tournée vers la réalité plutôt que la théorie. L'unité ramena la Jeep sur sa position avancée. Au cours des 3 jours suivants, les mécaniciens effectuèrent des essais exhaustifs. Ils la conduisirent dans le sable meuble où les Kübelwagen peinaient. Ils la chargèrent au-delà de sa capacité nominale. Ils la soumirent à des sévices qui auraient anéanti la plupart des véhicules. La Jeep encaissa tout, sur les terrains meubles où les véhicules à propulsion nécessitaient une conduite prudente et s'enlisaient souvent, la Jeep avançait simplement, imperturbable. Sa boîte de vitesse à démultiplication lui permettait de franchir des obstacles à la vitesse d'un homme au pas, chose que la transmission du Kübelwagen ne pouvait égaler malgré ses réducteurs. La nouvelle se répandit dans tout l'Africa Corps. Les Américains possédaient un véhicule supérieur à l'équivalent de la Wehrmacht sous presque tous les aspects pratiques. Officiers et mécaniciens d'autres unités vinrent l'examiner. Les réactions suivirent un schéma prévisible. Scepticisme initial, respect à contre-cœur, puis consternation à mesure que les implications devenaient évidentes. Un officier de l'intendance, qui avait travaillé dans les usines automobiles allemandes avant la guerre, passa l'après-midi à étudier le véhicule. Son jugement fut sans détour. Ceci représente une différence fondamentale d'approche. Nous construisons nos véhicules pour atteindre la perfection d'ingénierie. Les Américains les construisent moins pour être fabriqués. En guerre totale, c'est cela qui compte. Il expliqua aux officiers et sous-officiers rassemblés ce que signifiait cette différence. Regardez ce bloc moteur. Il est moulé, non usiné, à des tolérances fines. Les Américains sacrifient un peu de performance pour des gains massifs en vitesse de production. Ils peuvent former un ouvrier semi-qualifié à assembler un de ces moteurs en une fraction du temps qu'il nous faut pour construire un moteur allemand. Maintenant, multipliez cela par chaque composant. Il montra les panneaux de carrosserie emboutis. Ces tôles sont grossières comparées à nos véhicules, mais elles peuvent être produites par milliers dans des usines qui fabriquaient auparavant des appareils ménagers. Les Américains ont mobilisé toute leur économie. Chaque usine de réfrigérateurs, chaque fabrique de machines à laver, chaque constructeur de véhicules commerciaux a été converti à la production militaire. Nous ne pouvons égaler cette capacité. Les officiers restèrent silencieux. Ils venaient d'exprimer ce que beaucoup commençaient à pressentir. La philosophie allemande, axée sur la qualité et la précision, avait du sens en temps de paix. Mais dans une guerre totale, l'approche américaine des produits suffisants livrés rapidement se révélait d'une efficacité dévastatrice. Ce soir-là, un mécanicien rédigea un rapport technique détaillé. Il documenta chaque aspect de la Jeep, notant ses forces et ses faiblesses. Le rapport remonta la chaîne de commandement, l'un des milliers de documents produits par les services de renseignement technique allemands.
Des rapports similaires affluaient au quartier général de la Wehrmacht, depuis tous les fronts. Les mécaniciens et ingénieurs allemands rencontrèrent de plus en plus souvent des véhicules et équipements américains et leurs conclusions étaient unanimement inquiétantes. Les Américains surpassèrent l'Allemagne dans des proportions qui semblaient impossibles. À la fin de 1942, le renseignement de la Wehrmacht commanda une étude sur la production de véhicules alliés. Les résultats confirmèrent de leurs pires craintes. Les usines américaines fabriquaient des véhicules militaires par milliers chaque jour. L'usine Ford de Willow Run achevait à son pic un bombardier B-24 Liberator toutes les 63 minutes. Les chantiers navals américains lançaient des Liberty Ships plus vite que l'Allemagne ne pouvait les couler. Les statistiques révélaient une vérité accablante. En 1942, la production américaine de véhicules militaires dépassait la production totale, combinée de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Et la cadence continuait d'augmenter. La Jeep capturée devint une sorte de célébrité dans l'unité. Les soldats se disputèrent le privilège de la conduire. Les officiers l'utilisaient pour la reconnaissance avancée, lui faisant davantage confiance qu'à leur propre véhicule. Lorsque des pièces s'usaient, on les remplaçait en prélevant sans difficulté sur d'autres Jeeps capturés. Tout était interchangeable. Au début de 1943, l'Africa Korps avait capturé des dizaines de Jeeps. Les mécaniciens de la Wehrmacht créèrent des réseaux informels pour partager les connaissances de maintenance et échanger des pièces. Un marché noir apparut pour les véhicules et équipements américains capturés. Une Jeep en état de marche se négociait à des prix dépassant de loin sa valeur théorique, car tous reconnaissaient sa supériorité pour la guerre du désert. Puis vint le 13 mai 1943, lorsque l'Africa Korps se rendit en Tunisie. Environ 250 000 soldats allemands et italiens devinrent prisonniers. Leur guerre était terminée, mais leur apprentissage de la capacité industrielle américaine ne faisait que commencer. Le contraste entre les capacités allemandes et américaines devint impossible à ignorer durant le voyage vers la captivité. Les camions américains transportèrent les prisonniers en quantité qui, dans la Wehrmacht, auraient nécessité des convois entiers de chariots à chevaux. Les Liberty Ships américains, construits en 5 à 6 semaines, au plus fort de la production en 1943, contre 8 mois au début, transportèrent des milliers d'hommes à travers l'Atlantique. Chaque aspect de cette logistique démontrait une capacité d'organisation qui éclipsait tout ce que l'Allemagne avait pu accomplir. Au centre de traitement des prisonniers d'Oran, en Algérie, les mécaniciens capturés observèrent des sergents américains du parc automobile entretenir une flotte de véhicules avec une aisance décontractée inimaginable dans la Wehrmacht. Le parc comptait des dizaines de jeeps, de camions et de voitures de commandement. De jeunes soldats américains, pour beaucoup à peine sortis de l'adolescence, effectuaient la maintenance avec rapidité et assurance. Les outils abondaient et étaient facilement disponibles. Les pièces détachées arrivaient sans retard de réquisition. Tous les véhicules utilisaient les mêmes composants de base, permettant aux mécaniciens de réparer n'importe quel véhicule sans connaissances spécialisées. Un sergent américain, parlant un allemand passable, remarqua un mécanicien captif qui observait « Tu es mécanicien ?» « J'étais mécanicien véhicule dans l'Africa Korps. » Le sergent sourit. « Eh bien, plus de guerre pour toi maintenant, mais je parie que tu as des questions. Viens, je vais te faire visiter. De toute façon, tu ne peux plus rien voler. » Ce qui suivit fut un après-midi d'enseignement. Le sergent lui fit visiter le parc automobile, expliquant sans détour la philosophie américaine de la maintenance. Tu vois, l'idée, c'est qu'on conçoit tout pour qu'un gamin de ferme puisse le réparer. La plupart de nos gars n'avaient jamais vu un moteur avant l'instruction, alors on fait simple. Fils codés par couleur, boulons standardisés, tout est étiqueté. Nos manuels sont écrits pour un niveau de lecture d'école primaire. Le principe, c'est que si quelque chose casse,
N'importe qui peut le réparer sans faire appel à un spécialiste. Le mécanicien captif examina un moteur de Jeep démonté. Chaque composant était clairement marqué. Le manuel d'entretien contenait des illustrations précises et des instructions pas à pas qu'une personne dotée de simples notions de mécanique pouvait suivre. « Combien en produisez-vous » demanda-t-il. Le sergent haussa les épaules. « Bon sang, je ne sais pas le nombre exact, mais des milliers chaque semaine, j'imagine. Ils sortent des chaînes plus vite qu'on ne peut les expédier. On a tellement de Jeeps que si l'une tombe en panne, on en prend souvent une autre au lieu de la réparer tout de suite. Des milliers par semaine. » Le chiffre paraissait impossible, mais la preuve était sous leurs yeux. Le parc automobile contenait plus de véhicules que des divisions allemandes entières, et il ne s'agissait que d'une petite unité américaine sur une base logistique avancée. Le sergent poursuivit la visite. Des camions Dodge capables de transporter des charges qui auraient nécessité 2 véhicules allemands, des semi-chenillés produits en quantité rendant leurs équivalents allemands rares, des transporteurs de chars capables de déplacer les blindés sans user leurs chenilles. Le truc, c'est qu'on a retenu la leçon de la dernière guerre, expliqua-t-il. On construit tout avec des composants communs. Un boulon de Jeep va aussi bien sur un camion que sur un half-track. Même chose pour les pièces électriques, hydrauliques, tout. Ça simplifie la logistique. Au lieu d'avoir besoin de 1000 pièces différentes, il nous en faut peut-être 200 et on les produit par millions. C'était le secret que l'industrie allemande n'avait jamais vraiment saisi. La standardisation des composants n'était pas qu'une question d'efficacité de production. Elle créait un écosystème logistique où toute pièce pouvait être utilisée n'importe où. Tout mécanicien pouvait réparer n'importe quel véhicule et l'ensemble du système s'auto-renforçait. Le voyage de l'Afrique du Nord vers les camps américains poursuivit cet apprentissage. À chaque étape, les prisonniers furent témoins d'une capacité de production américaine à une échelle défiant toute leur conception. Le port de Norfolk, en Virginie, traitait chaque jour des milliers de tonnes de matériel avec une efficacité mécanique. Des grues chargeaient et déchargeaient les cargaisons à une vitesse qui, à Hambourg, aurait nécessité des armées de dockers. Les trains transportèrent les prisonniers à travers l'Amérique, dans des wagons de voyageurs qui auraient été considérés comme luxueux en Allemagne. Et partout, il y avait des véhicules. Les parkings autour des usines étaient remplis de voitures. Les routes étaient bordées de camions formant des convois qui s'étendaient sur des kilomètres. Des véhicules militaires s'entassaient par milliers dans les dépôts, attendant d'être expédiés vers les zones de combat. Au camp Hearne, au Texas, des mécaniciens qualifiés se portèrent volontaires pour le parc automobile. Les commandants américains accueillirent de leur expertise avec gratitude, car l'effort de guerre exigeait chaque main disponible. Pendant les 2 années suivantes, les mécaniciens allemands travaillèrent aux côtés des soldats américains, entretenant les véhicules qui faisaient tourner le camp. Les mécaniciens américains abordaient la maintenance avec un pragmatisme direct. Ce n'étaient pas des ingénieurs cherchant la perfection, mais des gens de terrain visant avant tout à garder le matériel en état de marche. Quand quelque chose tombait en panne, ils le réparaient rapidement avec ce qu'ils avaient sous la main. Quand une pièce manquait, ils improvisaient. Quand un véhicule était irréparable, ils le démontaient pour en récupérer les composants et demandaient un remplacement qui arrivait en quelques jours au lieu de quelques semaines. Les mécaniciens captifs observèrent de près ces techniques américaines. Les mécaniciens allemands étaient formés à entretenir les véhicules selon les spécifications d'usine avec des outils spécialisés et des procédures rigoureuses. Les Américains, eux, étaient formés pour faire fonctionner les choses par tous les moyens nécessaires. En temps de paix, les méthodes allemandes donnaient de meilleurs résultats. En temps de guerre, les méthodes américaines s'avéraient infiniment plus efficaces. Le parc automobile du camp Hearne traitait des centaines de véhicules chaque mois. Les Jeeps venaient pour un entretien de routine
étaient réparées en quelques heures plutôt qu'en quelques jours, puis remises en service. Cette efficacité provenait de l'abondance des pièces et de l'interchangeabilité des composants. Quand une pièce devait être remplacée, la réserve en contenait des dizaines. Quand un outil était nécessaire, il était fourni immédiatement. Quand un véhicule était hors d'usage, un autre le remplaçait. Un mécanicien allemand se lia d'amitié avec un soldat américain qui avait travaillé chez Ford avant la guerre. L'Américain connaissait bien le secteur automobile. Avant la guerre, je bossais sur la chaîne à Willow Run. C'est l'usine de bombardiers Ford, près de Detroit, la plus grande du monde. On construisait des B-24 Liberator. On a commencé la production en 1942. Et l'année où j'ai été incorporé, on sortait un bombardier complet chaque heure. Chaque heure, un quadrimoteur flambant neuf quittait la chaîne. L'arithmétique était vertigineuse. 24 bombardiers par jour, plus de 700 par mois. Comment une telle production était-elle possible? Grâce au principe de la production de masse. M. Ford a compris comment découper une fabrication complexe en tâches simples et répétables. Pas besoin d'artisans hautement qualifiés si chaque ouvrier exécute un geste unique à longueur de journée. Un gamin qui sort de la ferme peut apprendre en une semaine à fixer un seul type de boulon au bon endroit. Multiplie ça par 1000 ouvriers et tu obtiens une production colossale. C'était là la différence fondamentale. La production allemande reposait sur des artisans qualifiés, fabriquant des produits de qualité en quantité modérée. La production américaine reposait sur des ouvriers semi-qualifiés, construisant des produits adéquats en quantité massive. L'Américain poursuivit. C'est pareil pour les Jeeps. Willys-Overland en fabrique, Ford aussi. Les deux usines utilisent les mêmes spécifications. Les pièces d'une Willys s'adaptent parfaitement sur une Ford. Elles sont totalement interchangeables. Si une usine est bombardée ou a un problème, l'autre continue la production. L'entretien est simple, parce que chaque mécanicien apprend un seul véhicule, pas des dizaines de variantes. Le mécanicien allemand pensa à l'inventaire de la Wehrmacht. Des dizaines de types de camions issus de fabricants différents, chacun avec ses propres pièces et exigences de maintenance. Des Kübelwagen de Volkswagen, des voitures de commandement venant de multiples sources, des véhicules capturés partout en Europe, chacun nécessitant ses propres pièces et savoir-faire. La logistique allemande était un cauchemar d'incompatibilité. La logistique américaine, elle, était rationalisée par l'uniformité. Le vrai génie, conclut le soldat, c'est qu'on a conçu la Jeep pour être fabricable dès le départ. Quand ils ont lancé l'appel d'offres en 1940, ils ont donné aux entreprises 75 jours pour produire un prototype. American Bantam l'a fait en 49 jours. Puis Willys et Ford ont peaufiné le design pour la production de masse. Tout devait être simple à construire, simple à entretenir et simple à réparer. Les mécaniciens captifs avaient examiné assez de Jeeps pour reconnaître cette vérité. Le véhicule n'était pas élégant. Les ingénieurs allemands auraient conçu quelque chose de plus sophistiqué. Mais la sophistication freine la production de masse. Et c'est la production de masse qui gagnait la guerre. À l'été 1944, les prisonniers commencèrent à entendre des rumeurs au sujet de l'opération Overlord, l'invasion alliée de la Normandie. Lorsque la nouvelle du succès du débarquement arriva, beaucoup ne furent pas surpris. Les Alliés possédaient la capacité industrielle nécessaire pour construire une flotte d'invasion qu'il aurait fallu des années à l'Allemagne pour assembler. Les informations filtrèrent dans les camps par les journaux et les émissions de radio américains. Les prisonniers lurent des récits des plages de Normandie, où les forces alliées avaient débarqué avec des milliers de véhicules rien que dans la première vague. Jeeps, camions, chars, véhicules amphibies, tous transportés à travers la Manche sur des barges de débarquement spécialement conçues, elles-mêmes fabriquées par milliers. L'ampleur de l'opération défiait toute imagination.
6 000 navires, 11 000 avions, 150 000 hommes dans la première vague. En quelques semaines, des millions de soldats alliés combattraient en Europe, tous approvisionnés par une base industrielle, produisant le matériel plus vite que la Wehrmacht ne pouvait le détruire. Les prisonniers allemands réfléchirent à leur confiance d'avant-guerre. Cette confiance reposait sur l'idée d'une supériorité technologique allemande. Mais cette idée s'avéra incomplète. L'Allemagne excellait dans de nombreux domaines. Ses chars étaient mieux blindés et mieux armés que la plupart des modèles américains, ses avions souvent plus sophistiqués, ses armes légères remarquables. Mais rien de tout cela n'importait quand l'Amérique pouvait produire 5 chars pour chaque char allemand, 10 camions pour chaque camion allemand, 100 jeeps pour chaque Kübelwagen. Un après-midi, dans le parc automobile du camp, les prisonniers observèrent des soldats américains charger des jeeps sur des camions de transport en partance pour le port. Un jeune soldat montait chaque jeep sur la rampe de chargement avec une aisance décontractée. Des dizaines de véhicules furent chargés en moins d'une heure, tous destinés à l'Europe pour remplacer les pertes et équiper de nouvelles unités. Un mécanicien allemand réalisa que cette seule opération de chargement dans un simple camp texan représentait plus de véhicules que n'en avait jamais possédé toute sa division en Afrique du Nord. Et cette scène se répétait chaque jour dans les camps et dépôts à travers toute l'Amérique. Les chiffres devenaient indéniables. L'Allemagne avait mobilisé son économie pour la guerre totale, sacrifiant la production civile au profit de l'armement. Pourtant, en 1943, la production allemande totale de véhicules militaires de tout type n'avait pas dépassé 100 000 unités. L'Amérique, tout en maintenant une économie civile florissante, en avait produit plus de 2 millions la même année. L'écart n'était pas seulement quantitatif, mais qualitatif. Les véhicules américains étaient conçus pour les réalités de la guerre. Entretien facile, pièces interchangeables, maniement simple et fiabilité robuste. Les véhicules allemands, eux, étaient conçus selon des critères de paix, exigeant précision et complexité, mais inadaptés à la durée et au chaos des combats. En novembre 1944, la nouvelle d'une offensive allemande dans les Ardennes, ce qui deviendrait la bataille des Ardennes, parvint au camp. C'était la dernière tentative désespérée d'Hitler à l'Ouest. L'offensive dépendait largement de la capture de stocks de carburant américains, car l'Allemagne n'avait plus assez de ressources pour soutenir des opérations blindées. Plus troublantes encore furent les rumeurs de l'opération Grafe, conduite par Otto Skorzeny, utilisant du matériel américain capturé. Des soldats allemands avaient été équipés de jeeps saisis, d'uniformes américains et de faux papiers, chargés d'infiltrer les lignes alliées pour semer la confusion et s'emparer de ponts stratégiques. Si même Skorzeny, le commando favori d'Hitler, celui qui avait sauvé Mussolini, en était réduit à dépendre de véhicules américains, capturés faute de matériel allemand suffisant, cela disait tout sur la situation matérielle de la Wehrmacht. L'opération échoua. La police militaire américaine identifia rapidement les infiltrés par des questions sur la culture et les procédures américaines. L'offensive elle-même s'enlisa, non pas tant à cause de la résistance alliée, pourtant farouche, que du manque de carburant. Les divisions blindées abandonnèrent leurs chars quand les camions-citernes n'arrivèrent pas. Les divisions d'infanterie durent recourir aux chevaux. La logistique motorisée s'étant effondrée. En janvier 1945, l'attaque allemande fut contenue, puis repoussée. Le printemps 1945 apporta la nouvelle de l'effondrement de l'Allemagne. L'armée rouge encerclait Berlin par l'est, tandis que les forces américaines et britanniques franchissaient le Rhin et pénétraient profondément en territoire allemand. Dans le parc automobile du camp, les mécaniciens allemands continuaient leur travail, entretenant les véhicules d'une armée qui avait vaincu leur patrie. Ils n'éprouvaient ni satisfaction dans leur travail, ni honte non plus. L'Allemagne n'avait pas perdu, parce que ses soldats manquaient de courage ou d'habileté,
mais parce qu'elle avait défié des puissances dont la capacité de production resterait hors de sa portée. Un après-midi d'avril, un soldat américain s'approcha avec une nouvelle. L'Allemagne a capitulé. La guerre est finie en Europe. Les mécaniciens acquiescèrent. Ils s'y attendaient depuis des mois. Qu'adviendra-t-il de nous maintenant? Vous rentrerez chez vous, tôt ou tard. Probablement pas tout de suite. Il y a beaucoup de logistique à régler, mais vous rentrerez. L'un des mécaniciens réfléchit. Rentrer dans une Allemagne bombardée en ruines, occupée par des armées étrangères, des villes détruites par cette même puissance industrielle qui avait produit la Jeep qu'il avait examinée des années plus tôt. L'Américain demanda « Vous êtes un type intelligent. Pensiez-vous vraiment que l'Allemagne pouvait gagner ?» Le mécanicien pesa ses mots. Avant la guerre, oui, nous croyions que la qualité allemande l'emporterait sur la quantité américaine. Nous avions vu des produits américains avant-guerre, et beaucoup étaient inférieurs à leurs équivalents allemands. Nous avons supposé que le matériel militaire américain serait pareil, mais ce ne l'était pas. Non. Quand nous avons examiné cette première Jeep en 1942, nous avons compris notre erreur fondamentale. Nous avions confondu la qualité en temps de paix avec l'efficacité en temps de guerre. Votre Jeep n'était pas mieux conçue, au sens absolu, que notre Kübelwagen. Elle était mieux pensée pour la production de masse et les conditions du terrain. En guerre totale, c'est décisif. L'Américain hocha la tête. Oui, nous fabriquons des produits suffisants, vite et en très grande quantité. Exactement. Ils restèrent un moment silencieux, deux mécaniciens de camps opposés, unis par la même compréhension de ce qui avait réellement déterminé l'issue de la guerre. Le rapatriement commença fin 1945. Les prisonniers allemands embarquèrent pour rentrer au pays. L'un des mécaniciens arriva à Brême en janvier 1946, passa par les postes de contrôle alliés, puis fut libéré. La ville n'était que ruine, des gravats à perte de vue. Mais au milieu de la destruction, il remarqua une chose, des véhicules américains partout. Des jeeps transportèrent des officiers alliés dans les rues éventrées. Des camions livraient dans des secours. Des parcs automobiles où des civils allemands travaillaient aux côtés de soldats alliés. Il s'approcha d'un de ces parcs et se présenta au capitaine américain qui commandait l'endroit. Son anglais, appris durant les années de captivité, était correct. « Monsieur, je suis un ancien Oberfeldwebel de l'Africa Korps, récemment rapatrié du camp Hearn, au Texas. Je suis mécanicien véhicule, formé à l'entretien du matériel américain. Recrutez-vous des civils. » Le capitaine examina ses papiers. « Il est écrit que vous avez travaillé dans notre parc au Texas, c'est exact? » « Oui, mon capitaine. 2 ans. » Le capitaine prit note. « Nous manquons cruellement de mécaniciens. La plupart des mécaniciens allemands sont morts pendant la guerre ou encore dans les camps de prisonniers. Vous pouvez commencer demain. La solde est en monnaie d'occupation, échangeable contre des rations et des biens essentiels. » Ainsi, l'ancien mécanicien de l'Africa Korps se retrouva employé par l'armée qu'il avait combattue, à entretenir les mêmes véhicules qu'il avait autrefois examinés comme matériel ennemi. Les Alliés avaient besoin de mécaniciens. Lui avait besoin de travail. La guerre était finie. La vie continuait. Au fil des mois, il assista au début de la reconstruction de l'Allemagne. L'aide américaine affluait, distribuée avec la même efficacité qui avait gagné la guerre. Nourriture, médicaments, matériaux de construction, le tout arrivant par camions américains, coordonnés par des planificateurs qui abordèrent la remise sur pied de l'Allemagne de façon systématique. Il travailla au parc automobile à former de jeunes Allemands aux techniques de maintenance américaines. Beaucoup de ses élèves étaient d'anciens soldats de la Wehrmacht comme lui, des hommes qui avaient un besoin de compétences civiles dans une Allemagne qui n'aurait plus d'armée. Il leur transmit ce qu'il avait observé, la simplicité plutôt que la sophistication,
La fonctionnalité plutôt que la perfection. Le résultat plutôt que la théorie. Autant de leçons issues des véhicules américains applicables à la renaissance de l'industrie allemande. En 1947, il fut promu chef du personnel civil allemand du parc. Le capitaine américain, qui commandait l'installation, le traitait avec respect, appréciant son expérience et ses talents d'organisateur. Un soir, le capitaine l'invita à partager un verre dans son bureau. « Je réfléchis à quelque chose. Vous avez beaucoup travaillé sur des véhicules allemands et américains. Si vous deviez concevoir un véhicule pour la Nouvelle-Allemagne, à quoi ressemblerait-il » Il prit le temps de répondre. « J'adopterais l'approche américaine en l'adaptant aux conditions européennes. Plus petit qu'une Jeep, plus économe en carburant, mais en conservant la même philosophie. Des pièces communes, un entretien simple, une conception axée sur la fabrication plutôt que sur les récompenses d'ingénierie. L'Europe a des routes étroites et peu de carburant. Mais nous avons besoin de la fiabilité qu'apporte la pensée américaine en matière de conception. » Le capitaine hocha la tête. « C'est intelligent. L'argent du plan Marshall va reconstruire l'industrie allemande, et les ingénieurs allemands étudient déjà les méthodes américaines. L'avenir, c'est la production de masse à l'américaine, adaptée aux conditions locales. » Cette prédiction s'avéra prophétique. Dans les décennies qui suivirent, l'industrie manufacturière de l'Allemagne de l'Ouest adopta la philosophie de production américaine, tout en conservant la rigueur qualitative allemande. Le résultat fut une renaissance économique qui transforma une nation dévastée en puissance industrielle. Des entreprises comme Volkswagen, qui avaient produit la Kübelwagen pendant la guerre, devinrent des géants mondiaux de l'automobile en mariant la précision allemande à la production de masse américaine. La Volkswagen Coccinelle, devenue l'une des voitures les plus vendues de l'histoire, incarna cette synthèse, simple, fiable, produite en énorme quantité et abordable pour les familles moyennes. Les anciens mécaniciens de la Wehrmacht, qui avaient travaillé dans les parcs automobiles des camps de prisonniers américains, rentrèrent en Allemagne avec un savoir inestimable. Ils comprenaient la standardisation des composants. Ils avaient vu fonctionner des systèmes de distribution de pièces d'une efficacité redoutable. Ils avaient constaté comment la simplification des procédures de maintenance augmentait la disponibilité des véhicules. Ils avaient observé qu'en concevant pour la fabricabilité plutôt que pour la perfection, on rendait possible la production de masse. Ces enseignements, acquis au fil des années passées à entretenir du matériel américain, influencèrent la conception automobile allemande pendant des décennies. Les fabricants allemands surgis des ruines ne cherchèrent pas à reproduire les approches d'avant-guerre. Ils créèrent au contraire une synthèse entre la précision allemande et l'efficacité américaine. Dès le début des années 1950, cette approche hybride porta ses fruits. Volkswagen passa de quelques milliers de véhicules, produits chaque année, à plusieurs centaines de milliers. Mercedes-Benz adopta les techniques de la chaîne d'assemblage, tout en maintenant ses standards de qualité. BMW réorganisa sa production pour privilégier la standardisation des pièces entre les modèles. Le miracle économique des années 1950 et 1960 doit beaucoup à ces transformations. L'Allemagne de l'Ouest devint une puissance exportatrice, vendant dans le monde entier des véhicules alliant fiabilité et accessibilité. La fusion des approches allemandes et américaines permit de créer des produits qu'aucune des deux philosophies d'avant-guerre n'aurait pu engendrer seule. L'historien de l'armée américaine, Hugh M. Cole, qui interrogea des généraux de la Wehrmacht après leur reddition, rapporta leur point de vue. Les chefs militaires allemands admiraient la Jeep plus que tout autre élément du formidable arsenal américain. Ni les bombardiers B-17, ni les chars Sherman, ni l'artillerie, mais la simple Jeep, car elle incarnait la philosophie industrielle qui avait réellement remporté la guerre. Le général George C.
Marshall lui-même qualifia la Jeep de plus grande contribution de l'Amérique à la guerre moderne. Ce n'était pas une hyperbole. La Jeep incarnait des principes qui transformèrent non seulement la logistique militaire, mais aussi la fabrication mondiale d'après-guerre. Standardisation, simplification, conception pour la production et priorité donnée à la fiabilité plutôt qu'à la sophistication. En novembre 1943, l'armée américaine disposait déjà de suffisamment de données sur les Kübelwagen capturés pour publier le manuel technique TME 9803, un guide complet pour l'utilisation et la maintenance des véhicules allemands. Le manuel fut publié le 6 juin 1944, le jour du débarquement, permettant aux forces américaines débarquant en France d'utiliser toute Kübelwagen capturée. La Wehrmacht, malgré les milliers de Jeeps saisis, ne publia jamais de manuel équivalent. Elle n'en avait pas besoin. La Jeep était si intuitive que tout mécanicien pouvait en comprendre le fonctionnement sans instruction préalable. Ce contraste illustrait la différence fondamentale de philosophie de conception. La Kübelwagen nécessitait un manuel détaillé, traduit en anglais, pour que les mécaniciens américains puissent en maîtriser les systèmes sophistiqués. La Jeep, elle, ne nécessitait aucun manuel pour que les mécaniciens allemands la conduisent et l'entretiennent efficacement. Les retrouvailles commencèrent dans les années 1960. D'anciens membres de l'Africa Corps, capturés en Tunisie, se réunissaient pour honorer leurs camarades tombés. Lors d'une rencontre en 1967, une discussion improvisée s'engagea sur les véhicules de la guerre. Un ancien mécanicien donna alors son point de vue. La Kübelwagen était mieux conçue à bien des égards. Plus légère, plus économe en carburant, excellente dans les conditions désertiques où son moteur refroidi par air offrait un net avantage. Mais la Jeep, elle, était mieux pensée pour la guerre moderne. 4 roues motrices, entretien simplifié, pièces communes et, surtout, une capacité de production à une échelle que nous ne pouvions pas égaler. Un vieil officier, ancien commandant d'une unité de reconnaissance, hocha la tête. Je me souviens d'avoir capturé ma première Jeep en 1941. Nous la trouvions grossière comparée à nos véhicules. Il nous a fallu des mois pour comprendre que cette simplicité était en réalité une forme d'efficacité élégante. En 1943, chaque unité voulait des Jeeps capturés, car elles fonctionnaient mieux dans les conditions de combat. Un autre vétéran ajouta « Le pire moment pour moi fut quand j'ai compris que l'Amérique produisait plus de Jeeps en une semaine, que l'Allemagne ne produisait de Kübelwagen en 1 an. C'est là que j'ai su que nous allions perdre. Non à cause d'une bataille particulière, mais à cause des mathématiques. Ils remplaçaient leurs pertes plus vite que nous ne pouvions les infliger. » Tel fut le consensus qui ressortit de ces discussions. Les soldats allemands gardaient un profond respect pour la Kübelwagen comme véhicule, mais ils reconnaissaient que la Jeep et tout ce qu'elle symbolisait de la capacité industrielle américaine avait été décisive, non pas seulement par son efficacité au combat, bien qu'elle fût indéniable, mais parce qu'elle révélait de l'écart industriel entre les deux camps. La situation logistique de la Wehrmacht avait été critique tout au long de la guerre. En 1943, environ 80% des divisions allemandes dépendaient encore de la traction animale. L'armée allemande était entrée dans la Seconde Guerre mondiale avec 514 000 chevaux et en employa au total 2,75 millions pendant le conflit, dont environ 1,1 million en service à tout moment. Plus de 2 millions de ces animaux périrent durant la guerre. À l'inverse, les divisions américaines étaient entièrement motorisées. Chaque unité reposait sur les camions, non sur les chevaux pour sa logistique. Cela offrait des avantages opérationnels que les commandants allemands enviaient. Les convois américains pouvaient parcourir des centaines de kilomètres par jour. Les convois allemands, limités par l'allure du pas, atteignaient à peine 30 km dans de bonnes conditions. Lorsque les généraux de la Wehrmacht examinèrent les raisons de leur défaite, ils pointèrent régulièrement la disparité matérielle plutôt que des fautes tactiques ou stratégiques.
Les soldats allemands avaient combattu avec courage et compétence. Les officiers avaient pris des décisions raisonnables, mais l'industrie allemande n'avait pas pu fournir assez d'équipements pour soutenir la guerre contre des ennemis à la supériorité matérielle écrasante. La Jeep devint le symbole de cette disparité, car chaque soldat allemand qui en rencontra une comprit ce qu'elle représentait. Un véhicule si abondant que les Américains le traitèrent presque comme jetable, si fiable qu'il demandait un minimum d'entretien, si simple que n'importe quel soldat pouvait le conduire et le réparer, si efficace que les unités allemandes utilisaient volontiers des Jeeps capturés à la place de leurs propres véhicules dès qu'elles le pouvaient. En 1976, l'armée américaine commença à remplacer la Jeep par le HMM-WV. La Jeep avait servi pendant 35 ans, une durée de vie exceptionnelle pour un véhicule militaire. Beaucoup restèrent encore en service dans les unités de réserve et les armées alliées pendant plusieurs décennies. La même année, Volkswagen célébra la production de la millionième Golf. Comme la coccinelle avant elle, la Golf incarnait les leçons issues des approches allemandes et américaines. Une ingénierie précise, combinée à une efficacité de production de masse. La synthèse qui avait reconstruit l'Allemagne. Dans les années 1980, l'Allemagne de l'Ouest était devenue l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Ses constructeurs automobiles exportèrent des millions de véhicules chaque année. L'industrie allemande était désormais synonyme de qualité et de fiabilité. Mais cette qualité allait de pair avec des méthodes de production efficaces, largement inspirées de l'influence américaine. La dernière réunion de l'Africa Corps eut lieu en 1998. Moins d'une vingtaine de vétérans y assistèrent, tous âgés de 70 à 80 ans. Survivants d'un conflit terminé depuis plus d'un demi-siècle. Pendant la rencontre, quelqu'un mentionna qu'un musée local avait acquis une Jeep Willys MB restaurée. La plupart voulurent la voir. Ils se tinrent autour du véhicule. Ces hommes âgés, qui avaient autrefois été de jeunes soldats en Afrique, l'examinant avec les yeux de mécaniciens et de combattants qui avaient appris à la respecter. L'un d'eux tendit la main pour toucher le capot, ses doigts arthritiques suivant les lignes familières. J'en ai capturé une en 42. Je l'ai utilisée 3 mois avant d'être blessé à El Alamein. Le meilleur véhicule que j'ai jamais conduit. Meilleur que tout ce que nous avions. Un autre acquiesça. J'en ai examiné une en Tunisie, juste avant notre reddition. Je n'arrivais pas à croire à quel point la conception était simple. C'est là que j'ai compris que nous avions tout faux dans notre manière de concevoir les véhicules. Trop compliqués, trop difficiles à produire et à entretenir. Ils en ont fabriqué plus de 600 000, ajouta un troisième vétéran. Nous avons produit 50 000 Kubelwagen. Ce rapport à lui seul disait tout. Ils restèrent silencieux un moment. La Jeep se tenait devant eux, désormais pièce de musée, sa guerre depuis longtemps terminée. Mais pour ces anciens soldats, elle représentait bien plus qu'un simple artefact historique. Elle symbolisait la capacité industrielle qui les avait vaincus, l'ingénierie fonctionnelle qui avait fait ses preuves, l'abondance qui avait écrasé la pénurie. « Nous n'avons jamais eu de véhicule comme celui-ci », dit finalement l'un d'eux. Pas dans ces quantités, pas avec cette fiabilité, pas conçu selon la même philosophie. Nous construisions pour la perfection. Eux, ils construisaient pour la production. C'était là la leçon que les mécaniciens de la Wehrmacht avaient apprise en examinant les Jeeps capturés dans les déserts d'Afrique du Nord, les montagnes d'Italie et les champs de France. Une leçon qui façonna l'Allemagne d'après-guerre et influença le développement industriel mondial. La Jeep avait été bien plus qu'un véhicule. Elle avait été une école. Les mécaniciens de la Wehrmacht, humiliés par la défaite, s'étaient révélés d'excellents élèves. Ils avaient étudié non seulement comment entretenir le matériel américain, mais aussi pourquoi il avait été conçu de cette manière, et ce que ces choix de conception révélèrent de la philosophie industrielle qui avait remporté la guerre.
Ce savoir, acquis au prix de la défaite, devint le fondement de la reconstruction et de la prospérité future de l'Allemagne. La défaite enseigna l'humilité. Le matériel américain enseigna l'ingénierie fonctionnelle. Ensemble, ils donnèrent naissance à une nouvelle philosophie allemande, bien plus saine que l'arrogance d'avant-guerre. L'histoire des mécaniciens de la Wehrmacht et de la Jeep est une histoire d'apprentissage par la défaite. L'orgueil leur avait dicté que l'ingénierie allemande était supérieure, que la qualité triompherait de la quantité, que la sophistication l'emporterait sur la simplicité. La réalité leur enseigna le contraire. Les véhicules américains n'étaient pas supérieurs sur le plan technique pur, mais ils étaient mieux adaptés aux réalités de la guerre moderne. Produits en masse, entretenus par du personnel peu formé, construits avec des pièces interchangeables communes, et d'une fiabilité à toute épreuve. Cette fonctionnalité, multipliée par la puissance industrielle américaine, créa une supériorité matérielle écrasante, qu'aucune compétence ni aucun courage allemand ne pouvaient compenser. La Wehrmacht comptait d'excellents soldats, des officiers capables et du matériel sophistiqué. Mais elle manquait de la base nécessaire pour soutenir une guerre totale contre des ennemis capables de produire plus vite qu'elle ne pouvait détruire. Les mécaniciens, qui avaient entretenu à la fois les véhicules allemands et américains, avaient compris cela par expérience directe. Ils avaient vu les deux systèmes fonctionner. Ils avaient travaillé sur des véhicules issus de philosophies opposées. Et ils savaient laquelle était la plus efficace dans les conditions du combat. Cette connaissance orienta leur travail pendant la reconstruction de l'Allemagne. En formant de jeunes mécaniciens, ils mirent l'accent sur les leçons durement apprises. Lorsqu'ils conseillaient des processus industriels, ils prônaient la standardisation et la simplification. Lorsqu'ils concevaient de nouveaux produits, ils privilégiaient la fabricabilité et la fiabilité. Les ingénieurs qui reconstruisirent les secteurs automobiles et mécaniques allemands avaient étudié le matériel américain capturé, travaillé dans les parcs automobiles des camps de prisonniers et observé de près les méthodes de fabrication américaines. Ils créèrent une synthèse, la précision allemande alliée à l'efficacité de production américaine. Cette combinaison s'avéra extraordinairement fructueuse. Dans les années 1970, l'Allemagne de l'Ouest était devenue l'un des premiers exportateurs mondiaux de produits manufacturés. Ce succès économique confirma les leçons de la défaite. L'Allemagne avait abandonné l'orgueil qui l'avait conduite au désastre et adopté une approche plus efficace, inspirée de l'étude des méthodes du vainqueur. La Jeep joua un rôle essentiel dans cette transformation à travers l'expérience directe de ceux qui l'avaient connue. Chaque mécanicien de la Wehrmacht ayant entretenu une Jeep capturée avait assimilé, consciemment ou non, une part de la philosophie américaine. Chaque officier qui monta dans une Jeep capturée en reconnut les avantages. Chaque soldat qui observa l'abondance de véhicules alliés comprit ce que la propagande avait tenté de dissimuler. Ces expériences, partagées par des centaines de milliers de soldats et prisonniers allemands, forgèrent une compréhension commune. La défaite de l'Allemagne n'avait pas été avant tout militaire, mais matérielle. Cette prise de conscience orienta l'état d'esprit de la reconstruction. Les dirigeants et ingénieurs allemands cherchèrent à adapter les méthodes américaines plutôt qu'à restaurer les pratiques d'avant-guerre, dont l'insuffisance avait été prouvée. Ils adoptèrent la production de masse au lieu d'un artisanat limité. Ils conçurent désormais pour la fabricabilité et la fiabilité, plutôt que pour la perfection, indépendamment des difficultés de production. Les mécaniciens de la Wehrmacht, qui avaient découvert les Jeeps dans les déserts d'Afrique du Nord, n'auraient jamais pu imaginer l'influence durable de cette rencontre. Ils cherchaient seulement à comprendre un véhicule ennemi, à évaluer ses capacités, à voir s'il pouvait être utilisé par leur propre force. Ce faisant, ils mirent au jour des vérités sur la capacité industrielle et la philosophie de conception qui allaient façonner le reste de leur existence et influencer la reconstruction de leur nation. Les derniers de ces mécaniciens ont aujourd'hui disparu. Leur témoignage direct s'est éteint,
mais les leçons qu'ils ont apprises demeurent ancrées dans les pratiques industrielles du monde entier. Chaque véhicule, conçu pour être facile à fabriquer, doit quelque chose à la philosophie incarnée par la Jeep. Chaque pièce standardisée reflète l'influence américaine sur les normes mondiales. Chaque insistance sur la fiabilité fait écho aux leçons apprises dans les parcs automobiles où les mécaniciens de la Wehrmacht entretenaient du matériel américain capturé. Tel est l'héritage de la Jeep, un maître de principe qui a transformé l'industrie manufacturière. Elle a enseigné que les certitudes de supériorité méritent d'être remises en question, que l'efficacité fonctionnelle importe plus qu'une sophistication ostentatoire, que concevoir pour la fabrication et la maintenance vaut mieux que concevoir pour la perfection. Ces leçons aidèrent à transformer l'Allemagne d'ennemi vaincue en allié prospère. Les mécaniciens qui avaient reconnu n'avoir jamais eu de véhicule comme la Jeep devinrent les architectes du renouveau. Leur humilité, née de la défaite et instruite par l'observation, servit l'Allemagne bien mieux que l'orgueil qui avait précédé la catastrophe. En novembre 1942, en examinant une Jeep capturée dans le désert d'Afrique du Nord, les mécaniciens de la Wehrmacht commencèrent un voyage de découverte qui allait influencer toute une génération. Ceux qui conduisirent ces Jeeps capturés admiraient qu'ils n'avaient jamais rien eu de comparable. Cet aveu marqua le début d'une sagesse nouvelle, celle qui allait reconstruire une nation.